Bon, il faut quand même faire un petit bilan de ce premier semestre boursier qui a été agité, particulièrement agité, avec son lot, il faut le dire, quand même de mauvaises surprises, de mauvaises nouvelles, qui pourtant, pour autant, n'ont pas empêché les marchés actions de progresser, ce qui peut paraître surprenant de prime abord. Bonjour Nicolas. Bonjour David. Nicolas Gottsman, chef économiste à la financière de la Cité. C'est vrai que, pardon, mais dans les nouvelles qui ont été compliquées à intégrer, il y a l'inflation sticky, tenace, qui baisse mais trop doucement. Évidemment, le corollaire, c'est cette remontée des taux d'intérêt des banques centrales qui n'est pas terminée. On a eu la crise bancaire au mois de mars, on a cette reprise décevante de l'économie, de l'activité en Chine. Et finalement, rien n'a enrayé, n'a entravé la hausse des marchés boursiers. C'est surprenant, je le disais. Comment expliquer, Expose, vous me direz, ce qui est contre-intuitif a priori? Je pense que le premier facteur... Ne me dites pas l'IA, ne me dites pas intelligence artificielle, parce que c'est vrai que ça explique. Ça en fait partie. Ouais. Non, je pense que le premier facteur, c'est les prévisions qui avaient été faites, notamment dès l'année dernière, avec un marché qui anticipait avec une forte probabilité de récession pour les États-Unis, qui aurait été la conséquence du cycle haussier mis en place par la Réserve fédérale depuis mars 2022. Or, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a une résilience très forte de l'économie américaine. Ce qui a été le plus surprenant, sans doute, ça a été de voir constamment les chiffres révisés à la hausse en termes de croissance du PIB, en termes d'emploi et en termes de consommation, et que publication après publication, l'économie américaine est toujours plus forte que ce qu'on attendait au départ. Quand on regarde les prévisions qui avaient été faites, notamment par la Fed en décembre dernier, pour le moment, on a déjà quasiment rempli les prévisions de croissance pour l'ensemble de l'année, mais seulement après 6 mois. Ouais. Donc c'est ça qui a tenu les marchés finalement, c'est que la catastrophe annoncée en matière de croissance ou décroissance de récession ne s'est pas matérialisée. C'est ça. Ce qui se passe, c'est que malgré la hausse des taux mis en place par la Réserve fédérale, ce qu'il faut, je pense, bien comprendre, c'est que l'économie américaine a été au-delà de son potentiel. Et ce qu'essaye de faire la Fed aujourd'hui, c'est simplement de ramener cette économie américaine à son niveau potentiel. Donc on est un peu au-dessus des nuages, on essaie simplement de revenir à une ligne à peu près correcte par rapport à ça. Et donc oui, alors même si on peut avoir effectivement un tassement, un ralentissement de l'économie, tout ça, ça sera pour arriver à un niveau qui restera quand même celui du plein potentiel, ce qui n'est déjà pas arrivé depuis quand même pas mal d'années. Donc ça, c'est quand même, on va dire, un développement assez positif. Et évidemment, quand on regarde les choses de façon sous-jacente, c'est de regarder aussi les moteurs qui sont les plus intéressants dans l'économie américaine, notamment ce qui se passe du côté investissement. Et là, on a des chiffres qui sont absolument délirants, parce que quand on regarde notamment les dépenses de construction dans le secteur manufacturier, simplement pour la création d'usines. En gros, les États-Unis dépensaient entre 10 et 20 milliards par an depuis les années 90 dans ce domaine-là. On est passé en un an à 80-90 milliards, c'est-à-dire qu'on a multiplié quasiment par 5 les dépenses pour des mises en place d'usines, notamment pour les semi-conducteurs. Donc on a des très forts investissements qui sont mises en place aujourd'hui aux États-Unis. Et ça, c'est la croissance de demain, ça. C'est la croissance de demain, c'est aussi éventuellement la productivité de demain, parce que s'il y a une chose qui déçoit pas mal depuis la crise du Covid, c'est la faible hausse de la productivité. Ensuite, il y a plein de facteurs qui peuvent être liés au travail, qui peuvent expliquer cela. Mais je pense que ce qui effectivement, et c'est là où la question de l'IA devient assez importante, c'est que l'IA nous laisse sentir éventuellement une possibilité d'avoir dans le futur une très forte hausse de la productivité comme celle qu'on avait connue à la fin des années 90. Et là, dans un contexte comme celui-ci, avec une économie américaine qui est déjà, on va dire, dans une bonne situation, si vous mettez en plus ce facteur-là comme étant en point de mire la possibilité de voir la productivité s'élever, qui est finalement le seul véritable soutien à la croissance à terme, vous avez des facteurs qui sont effectivement très positifs pour le marché. Après, on sent que l'optimisme aujourd'hui des marchés, il est fragile. Et on se dit, ou pas, que les marchés pourraient très bien replonger à tout moment. C'est votre sentiment aussi. Et puis, qu'est-ce qu'il faudrait comme catalyseur pour que les marchés se mettent à corriger? Il faudrait que l'inflation soit vraiment trop collante, que la récession qu'on attend arrive plus vite et soit plus sévère qu'attendu. Non, je pense que le seul scénario qui pourrait vraiment faire dérailler le marché, ce serait d'avoir des signes clairs et tangibles d'une récession imminente, et de ne pas voir de réaction de la part des banques centrales. Ça serait effectivement un problème sérieux pour le marché. Pour l'instant, ce n'est pas du tout ce qu'on constate aujourd'hui. Ce scénario-là, je l'exclus un petit peu pour le moment parce que quand on regarde les discours des banquiers centraux aux États-Unis, on voit qu'il y a vraiment un privilège qui est donné à la croissance. Oui, ils veulent aujourd'hui lutter contre l'inflation, mais je pense que dès qu'on aura vraiment tapé dans le dur, c'est-à-dire que éventuellement un retournement de l'emploi aux États-Unis, ou vraiment une consommation qui commence à baisser de façon un peu inquiétante. Ils seront plus pragmatiques. Ils seront très pragmatiques. Ce qui malheureusement c'est un pari, ça aussi.
Oui, c'est un pari, mais quand on regarde qui sont les personnes qui sont dans le board de la BCE, quels sont leurs travaux antérieurs, leur vision, on va dire un peu structurelle de l'économie américaine, on voit vraiment que pour eux, un salarié est un actif, c'est-à-dire qu'ils comptent sur le salarié pour pouvoir consommer. S'ils consomment, les entreprises seront incitées à investir et on aura une économie qui tournera à son plein potentiel. Ça, par contre, c'est une vision qui est donc très pro-croissance qui existe aux États-Unis. Malheureusement, ce n'est pas trop le cas au sein de la zone euro. Et si on peut faire un parallèle, c'est que je pense que la BCE a plutôt une vision du salarié européen, plutôt comme un coût, c'est-à-dire de toujours cibler les salariés européens comme étant un coût éventuellement pour des exports. Source d'inflation. Alors un coût qui pourrait être effectivement une source de frein à l'export. C'est un modèle qui est tourné vraiment à l'exportation. C'est le modèle allemand, ça. Voilà, c'est le modèle allemand, mais c'est le modèle européen en fait finalement. Et donc de faire tout pour que les salaires en Europe ne progressent pas trop vite, justement pour pas qu'il y ait de pénalités à l'exportation. Donc là, il y a un problème du côté européen, mais étant donné que même l'économie américaine, enfin, les entreprises européennes sont évidemment très sensibles à ce qui se passe aux États-Unis et notamment à la demande américaine, on va dire que tant que le marché américain tient, on va dire qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir pour le moment. Ben justement, Nicolas, sur le marché américain, il faut rappeler ce chiffre qui est tout bonnement hallucinant. 85% de la hausse du S&P 500 depuis le début de l'année est due à cette valeur, les GAFA, les GAFAM évidemment, plus Tesla, plus Nvidia. On se dit que le ressort est tiré à son maximum là. Ou il peut encore être tiré plus au risque de casser évidemment. Alors évidemment, ça paraît c'est ouf, non? Ça paraît fou, mais on va dire c'est pas vraiment une nouveauté. Je crois pas. C'est pas des choses qui arrivent de façon très rare finalement aux États-Unis quand on voit qu'il y a une espèce d'embellie comme ça. Et éventuellement, encore une fois, on se dit que c'est quand même pas très sain. Hein. C'est pas très simple, mais ensuite il faut voir le potentiel que ça peut amener par la suite. La question c'est de savoir effectivement si oui ou non cette technologie va pouvoir donner des gains de productivité à tout le monde. Si c'est le cas, vous avez une croissance des profits qui peut être aussi très, très importante. Et la question c'est de savoir, contrairement à la fin des années 90 où là où il y avait je pense un processus assez lent de diffusion de la technologie dans l'économie, là peut-être qu'il y a un pari qui est fait aujourd'hui sur un processus de diffusion qui sera peut-être plus rapide. Et donc là on pourrait avoir quelque chose de très intéressant sur le marché. Évidemment toutes les entreprises qui sont éventuellement vecteurs de cette transformation-là sont ciblés principalement, mais on veut dire que ça semble fou, ça l'est peut-être pas tant que ça. Voilà. Bon, après juste avant de se quitter, il y a une bizarrerie, de mon point de vue sur le marché, c'est le VIX. Le VIX, l'indice de la peur qui mesure la volatilité implicite, en tout cas anticipée par les investisseurs, elle est à 14. C'est hyper bas, c'est malgré toutes les incertitudes. C'est pas aberrant, c'est pas une bizarrerie ça? Je pense aussi c'est de voir d'où on vient. C'est qu'on a quand même eu la crise Covid. Ensuite, on a eu, à partir encore une fois de mars 2022, le cycle de hausse de taux le plus violent qu'on ait jamais connu quasiment. Enfin, depuis les années 80, ça c'est une certitude. Tout ça a été des éléments qui ont été très perturbateurs pour le marché. Je pense que depuis quelques semaines et depuis quelques mois, on arrive à avoir une visibilité peut-être un peu plus importante. C'est justement le niveau terminal des taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir une visibilité un peu plus importante sur ce qui peut se passer ensuite et que surtout, on peut peut-être envisager qu'il y ait une fin à ce cycle de hausse des taux, ce qui permet de voir les choses encore une fois de façon un peu plus tranquille. Ensuite, je pense que la problématique qui pourrait avoir lieu, c'est ce que je disais juste avant, c'est que si on a une dégradation de l'économie et qu'on voit qu'il n'y a pas de réaction de la part des banques centrales, là par contre le VIX il ne restera pas à 14. Il ne restera pas à 14, oui. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Nicolas Gaudsman, chef économiste de la financière de la Cité. Merci. Merci.